Donc bonsoir à tous. Donc je me présente, donc Clément Gomet, je suis data scientist chez Devolis depuis environ 4 ans maintenant. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'optimisation des rapports Power BI. Alors, donc cette présentation c'est issu donc de webinaires qu'on donne tous les jeudis. Et donc du coup, ça fait partie des webinaires qu'on a travaillé. On va attaquer tout de suite par une petite définition de l'optimisation dans Power BI. Donc, dans Power BI, ce qu'il faut savoir, là que c'est la solution BI de Microsoft pour partager des analyses au sein d'une entreprise, c'est qu'il existe plusieurs niveaux de couches qu'on va vouloir réaliser puis optimiser. Donc la première couche, c'est directement sur les données, tout ce qui va concerner leur justesse et leur complétude. Tout ce qui va être un petit peu plus sollicitation de bases de données, etc. en arrière-plan. Tout ce qui va être gestion d'actualisation des données, pareil, encore une fois, ça fait partie de toute la partie optimisation qui a besoin de ne pas stresser un système d'information d'une entreprise, etc. Donc ça va prendre en compte donc, de l'optimisation sur donc, les stratégies de déploiement, l'actualisation de la donnée, etc., toute la route, pour qu'ensuite les utilisateurs puissent avoir une bonne fluidité d'utilisation. Enfin, donc les derniers qui sont un petit peu à part, c'est sur le choix des visuels pour représenter de la donnée. L'esthétique, dans Power BI, il y en a toujours, puisque on a énormément de possibilités de personnalisation. Et enfin, donc, du coup, c'est savoir gérer les interactions entre les différentes couches de Power BI. Alors, un petit rappel sur l'architecture de Power BI. Donc, Power BI, comment ça se compose? On a un client desktop, un client lourd, qui est gratuit, sur lequel n'importe qui peut venir explorer de la donnée. Ça va servir à se connecter aux sources de données et puis créer des rapports, les modifier aussi aux besoins. Ces rapports, une fois créés, on va pouvoir les déployer pour les partager avec d'autres utilisateurs qui, eux, vont avoir vocation à analyser de la donnée, à se servir des analyses pour prendre les décisions, etc. On a deux entités. On a le Power BI Service, qui est la version cloud de Power BI. C'est la plus utilisée et la moins chère aussi. Donc, Power BI Service, ça va servir surtout donc, au partage, forcément. On va pouvoir choisir les personnes qui vont pouvoir consulter le rapport. Ça repose donc sur les services de Microsoft Azure. Ça permet la planification de mise à jour automatique, la création de tableaux de bord personnalisés, d'applications de BI qui vont regrouper plusieurs rapports, tableaux de bord dans une seule application. Donc du coup, gérer tout ce qui va être partage. L'alternative, c'est une alternative qui est on-premise, c'est le Power BI Report Server, qui encore une fois a vocation donc à partager du rapport. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça a l'avantage de garder toutes les données en local. Ces rapports, une fois publiés sur le service ou le report server, vont pouvoir venir être consommés, donc soit par un PC via un navigateur ou un client lourd, soit sur une tablette ou un smartphone via l'application Power BI mobile. Un petit composant supplémentaire sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, c'est la Power BI Gateway, qui est nécessaire lorsqu'on veut faire de l'actualisation de données planifiées sur le service Power BI. Ça va gérer tout ce qui va être transfert de données, etc. Ça va s'installer sur un serveur et venir connecter toutes les données du SI au cloud. Donc voilà un petit peu pour l'architecture très rapidement. On va passer sur l'optimisation de la performance. Dans Power BI, là, ce qui va nous intéresser, c'est tout ce qui va être optimisation des sources de données, du modèle de données, des visualisations et de l'environnement et des processus. Pour cela, on va se baser sur un cas d'usage qu'on a créé pour l'occasion, qui est basé sur les données d'OpenFoodFacts. Donc, c'est la base de données qui est complètement open data et dont les comparateurs de produits vont venir consommer la donnée pour réaliser des applications type Yuka, etc., qui vous permettent de scanner vos aliments
et d'ensuite vous dire si cet aliment est de bonne qualité ou non, s'il contient des additifs nocifs, etc. Donc comment ça se passe? On a un Docker avec un SQL, qui héberge un SQL Server avec deux tables dans une base de données qui sont Food Informations, qui vont contenir donc, une clé unique qui va être le code barre du produit, avec tout un tas d'informations qu'on verra par la suite, et une seconde table qui va contenir donc Food Properties, qui va contenir donc le code barre et les valeurs énergétiques des produits, les additifs, les lipides, etc. Donc ça, c'est ce qui est la partie stockage. Donc ensuite, on va avoir le Power BI Desktop qui va venir se connecter aux données via le composant Power Query qui sert d'ETL en fait. C'est lui qui va extraire les données, les transformer, puis les charger dans le rapport Power BI, qui lui va être chargé donc, de l'affichage, de l'exploration et de l'analyse des données. Le Power BI ensuite est publié dans le service et enfin donc les données dans le service sont connectées, vont être actualisées via la Power BI Gateway. Donc, ouais. Juste un petit point d'information. Donc du coup, on a sur ce rapport Power BI donc environ 650 mégas de données issues d'Open Food Facts et donc un rapport Power BI qui contient ces données. Et ces données non optimisées représentent environ une taille de 150 mégas dans Power BI, puisqu'on a déjà une compression qui s'opère lorsque les données sont chargées dans les rapports. Mais c'est loin d'être suffisant pour avoir une utilisation fluide comme on va le voir. Hop. Donc voici un petit rapport que j'ai créé rapidement, donc, du coup, qui contient ces données. On a environ 1 500 000 codes barres avec plusieurs informations. On va avoir la date de dernière modification, le pays qui a déclaré le produit, le nom du produit, le créateur du produit, etc. Quand on clique sur les visuels dans ce rapport, on voit que ça met quand même beaucoup de temps à s'actualiser. Ce n'est pas vraiment une utilisation fluide et on va pouvoir quantifier ce temps de réponse via un outil qui s'appelle l'analyseur de performance dans Power BI. Donc ça permet de démarrer un enregistrement en fait, et quand on va venir cliquer sur les éléments de notre rapport, comme ici, on va avoir donc l'ensemble de nos visuels qui vont s'actualiser et on va récupérer le temps d'actualisation. Donc là, vous avez vu, on a effectué un filtre sur la catégorie snacks. Eh bien, la sélection croisée qui va s'opérer, ça va mettre jusqu'à à peu près 4 secondes pour actualiser notre table de données avec le nom du produit, le pays, etc. Donc c'est quand même une utilisation qui est peu fluide, qui est assez pénible pour l'utilisateur, puisque si un utilisateur doit explorer ses données et qu'il doit attendre 5 secondes entre chaque clic, ça devient vite très ennuyeux. Donc du coup, pour cela, on a plusieurs solutions possibles. Avant de voir un petit peu les optimisations en détail, on va essayer de comprendre le pourquoi, le quand et le comment c'est nécessaire d'optimiser un rapport. Donc pourquoi? Donc comme on l'a vu, cliquer sur un rapport et attendre 5 secondes que ça s'actualise, pour l'expérience utilisateur, c'est très mauvais. Ça, c'est une chose, mais la seconde, c'est la saturation du réseau, par exemple. Donc si vous avez un rapport Power BI très volumineux dans le service Power BI, dès que vous allez vouloir actualiser les données qu'il contient, ça va prendre énormément de ressources réseau. Ça permet donc du coup aussi l'optimisation, ça permet donc de contrer la latence d'actualisation. Ça améliore également la maintenabilité et tout ce qui va être déploiement. Quand est-ce que c'est nécessaire? C'est quand on a des volumes de données importants, comme ici, un grand nombre de visuels, quand on a un cas d'usage qui est sensible et qui a besoin d'avoir des données assez récentes, sans perte de données, etc., et qui sont potentiellement en temps réel, etc. Et tout ce qui est partagé largement également, ça va venir consommer énormément de ressources.
Donc plus un rapport est léger, moins ça va en consommer, c'est logique. Comment ça s'opère l'optimisation? Bah, c'est un ensemble de bonnes pratiques, une modélisation intelligente, l'utilisation d'outils externes qui vont venir nous aider à optimiser notre rapport, la configuration réseau et une certaine acculturation des développeurs. Si on commence un petit peu par l'optimisation des données. Donc on a plusieurs techniques qui sont assez simples à mettre en place et qui, une fois adoptées en tant que réflexe, vous permettent de gagner énormément de volume sur votre modèle Power BI. Donc la première optimisation, c'est supprimer les colonnes inutiles, c'est ce qu'on appelle le filtrage vertical. La seconde, c'est les lignes inutiles, forcément à supprimer. Donc là, on parle de filtrage horizontal. Tout ce qui va être regroupement et totalisation de tables en amont. L'optimisation des types de données. Le fait de privilégier aussi les colonnes personnalisées via Power Query. La désactivation de la data automatique dans Power BI. Désactiver le chargement de certaines requêtes Power Query qui ne sont pas nécessaires à l'affichage dans le rapport Power BI. Et enfin, basculer vers un mode mixte, c'est-à-dire mixer une importation des données et une connexion directe de. On va y revenir un petit peu par la suite. On commence par le filtrage vertical et horizontal. C'est les deux opérations les plus simples. Qu'est-ce que c'est le filtrage vertical? Donc, comme on l'a dit, c'est supprimer tout simplement des colonnes. Parce qu'il faut savoir que dans Power BI, les colonnes, ils n'ont que deux objectifs principaux. Tout d'abord, c'est pour la création de rapports, donc tout ce qui va être filtrage, regroupement, affichage, et ça s'arrête là. Ensuite, ça va être pour tout ce qui va être structure de modèle, relation, calcul de modèle, jouer un rôle de sécurité avec des utilisateurs autorisés au niveau des lignes du modèle, et la mise en forme éventuellement pour la couleur des données. Les colonnes qui ne servent pas à ces fins, elles peuvent être supprimées, elles n'ont aucune utilité dans un rapport. Il faut savoir que quand on veut mettre à jour un rapport Power BI, il est beaucoup plus facile d'ajouter des colonnes ultérieurement que d'en supprimer, puisque supprimer des colonnes dans des étapes d'une requête Power Query qui va être notre ETL, ça peut casser tout un processus de mise à jour. La deuxième technique, le filtrage horizontal, c'est une des techniques les plus efficaces. C'est un filtrage soit par entité, qui permet donc, par exemple de charger un sous-ensemble de données sources dans un modèle, un filtrage temporel, qui va limiter la quantité d'historique de données à charger. Si par exemple on veut étudier les ventes d'une entreprise, potentiellement on peut se servir que des 2 dernières années ou de la dernière année de vente en détail et utiliser d'autres représentations pour les années antérieures. Limiter le nombre de lignes, donc ça permet très facilement d'alléger la taille d'un modèle en supprimant d'un coup des dizaines, voire des centaines de milliers de lignes. Une petite astuce supplémentaire, on peut utiliser des paramètres dans les requêtes Power Query pour charger par exemple des dates relatives qui vont évoluer au fur et à mesure des actualisations pour charger par exemple les 2 dernières années ou la dernière année ou les 2 derniers mois des données disponibles dans le SI. Voilà pour le filtrage vertical et horizontal. Les techniques suivantes, donc c'est tout ce qui va être regroupement en amont. Pour conserver de l'information dans un rapport tout en rédigeant la taille du modèle de données, c'est le plus efficace. Par contre, ça se fait au prix d'une perte de détail. Cependant, vous pouvez garder vos informations telles que les KPIs de vente ou de production des X dernières années, puis garder les événements qui se sont écoulés la dernière année. Donc ça vous fera un modèle beaucoup plus allégé que si vous avez tous les détails de toutes les années, forcément. L'optimisation suivante, c'est sur les types de données. Donc, le moteur de stockage des données dans Power BI s'appelle le Vertipack. Ça utilise des structures de données distinctes pour chaque colonne. Tout ce qui va être nombre entier, ça ne va pas poser de problème. Mais par contre, dès que ça va être des données non numériques, le moteur de stockage va utiliser ce qu'on appelle des tables de hachage, tout simplement des dictionnaires, qui induisent le moteur à créer pour chaque valeur textuelle une valeur numérique permettant d'y accéder. Donc ça dédouble forcément l'utilisation en mémoire, la consommation en mémoire du rapport. Donc, dès que vous le pouvez, essayez de passer toutes vos données en numérique
On peut imaginer une clé d'une vente, par exemple, qui serait avec une clé numérique qui serait fixe, comme une référence de vente, par exemple, avec un sigle RV suivi d'un numéro. Retirer ce RV et garder uniquement le numéro de la vente via une manipulation de la donnée, ça permet de gagner énormément de place sur votre rapport. La technique suivante, c'est le fait de privilégier les colonnes personnalisées. Donc sur Power BI, il y a deux façons de créer des colonnes personnalisées qui ont généralement vocation à réaliser des filtres. La première, ça consiste à utiliser directement l'interpréteur DAX fourni dans Power BI. Cependant, cet interpréteur, il a une compression moins efficace que les colonnes qui vont être créées dans l'éditeur Power Query, qui sont créées via le langage M. Donc, dès que vous voulez réaliser une colonne qui a vocation à filtrer, privilégiez toujours l'éditeur Power Query en amont du chargement des données dans Power BI. Ça permet de gagner, encore une fois, beaucoup de place. Il est préférable de créer ces colonnes personnalisées dans SQL quand c'est possible aussi, mais ça dépend de quelle source de données vous disposez. Si par exemple si vous êtes directement branché avec votre rapport Power BI sur des données de production, sur une base de données de production, et que vous essayez de faire des requêtes un petit peu volumineuses, forcément ça va consommer de la bande passante sur la base de production, et ça peut potentiellement ralentir le système et provoquer des erreurs. Donc toujours bien s'adapter au contexte. Et poursuivre rapidement, donc tout ce qui va être date-heure automatique dans Power BI, en fait ce qui va se passer dans Power BI quand vous avez une colonne de date avec un type de date, c'est que Power BI en caché, il va créer une table calculée qui va contenir toutes les dates possibles. Ça peut alourdir fortement les performances du modèle. Et donc du coup, en fait, cette option, elle est automatiquement cochée quand vous créez un nouveau rapport, mais vous pouvez aller directement dans les options pour la désactiver et ainsi gagner facilement de la place. L'optimisation suivante, elle peut paraître un peu simple, mais c'est vrai qu'on la voit quand même régulièrement, c'est désactiver les requêtes Power Query qui ne servent pas. Donc si vous avez besoin d'une table pour faire de l'édition de liens, de la jointure entre des tables, donc vous allez créer une requête dans l'éditeur Power Query, faire votre jointure entre deux tables via cette table que vous avez chargée, et vous pouvez faire en sorte de ne pas la charger dans le rapport Power BI. Donc ça se désactive très simplement avec un clic droit sur la requête, et désactiver le chargement dans le rapport. Ça évite que les données soient transmises ensuite dans le modèle Power BI, ce qui alourdit les temps de traitement des visuels. Et enfin, donc la dernière, c'est la bascule vers le mode mixte. Donc, dans Power BI, il y a deux façons, on va dire, majeures d'importer les données. La dernière, c'est la connexion active, mais on va un petit peu la passer puisque ça nécessite de la source de données Azure. Donc, il y a le mode importer. Qu'est-ce que c'est? Tout simplement, le mode importer, c'est de charger toutes les données dans le cache. Et il y a le mode direct query. Le mode direct query, il va faire des appels en continu à la source de données pour réaliser les mises à jour des visuels. Faire de la mise à jour, charger de la donnée en cache, c'est assez consommateur, forcément, en termes de ressources. Passer sur un mode de stockage en direct query, ça réduira forcément la taille de vos données, puisque ce sera de la requête à la volée. Par contre, ça peut être consommateur en termes de ressources pour votre source de données en amont. Voilà. On va passer à un exemple d'optimisation des données dans l'éditeur Power Query Power BI. Donc là, on a notre requête Food Informations à gauche, avec chaque champ qui est affiché. Donc on peut voir que tous ces champs, par défaut, donc je les ai mis en chaîne de caractères pour qu'on voit le cas le plus critique. Donc on va avoir Food Properties avec des valeurs numériques qui sont en chaîne de caractères.
avec donc du coup des flottants. Et donc du coup, on va effectuer un certain nombre d'opérations pour passer toutes ces valeurs donc, en numérique. Hop. Donc là, ça se fait très facilement. Malheureusement, dans cet exemple, on ne peut pas convertir les codes barres en données numériques, puisque le nombre de zéros en tête de fiches est trop important. On applique également trop important, pardon, et n'est pas toujours le même, pardon. On applique un filtre pour enlever toutes les valeurs à 0, puisque par défaut, elles ne nous intéressent pas. Si la valeur est à 0, c'est que le code barre ne possède pas cette propriété, et donc du coup, on sait qu'on peut filtrer cette ligne directement. Hop. Ensuite, on va effectuer des optimisations sur les types de dates. Puisque là, on voit qu'on a des dates en chaîne de caractères. On peut bien sûr choisir de les passer en type date. Si on fait ça, Power BI directement va créer la colonne derrière, etc. Donc là, on a fait notre première optimisation. Hop, je me permets d'avancer un petit peu. On a quelques requêtes DAX dans notre rapport pour avoir le mois de dernière modification, l'année de dernière modification, l'année de création, etc. Toutes ces requêtes DAX, on va essayer de les passer plutôt en Power Query pour voir un petit peu la différence que ça va apporter à nos visuels. Hop, tout simplement, on a juste à les supprimer. Ça posera pas de problème lors de la création lors de la modification du rapport. Et voilà. Donc là, ça casse nos visuels. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est aller réparer notre modèle en recréant les champs qu'on a supprimés. Hop. Donc nous revoilà dans l'éditeur Power Query. Et on va venir ajouter des nouvelles colonnes à partir de ces colonnes-là, qui sont donc des dates. Je me permets d'avancer un petit peu, hein, c'est très simple. On accède en fait aux propriétés du champ date pour aller extraire l'année, le mois, le jour, etc. Je me permets d'avancer un petit peu pour que ça dure moins de temps. Et voilà. Donc une fois que j'ai toutes mes informations en numérique, ici, on va venir supprimer les deux champs de date. Comme ça nous permettra ensuite d'aller dans les options pour désactiver la dateur automatique et ainsi encore gagner en performance. Voilà. C'est très simple. Hein. On ouvre les options de Power BI. Dans le chargement de données, on désactive cette table calculée, tout simplement. Une fois le rapport sauvegardé, on peut déjà voir qu'on a un gain de 35% d'espace disque sur notre rapport Power BI qui passe de 150 mégas environ à 95 mégas. Donc c'est pas négligeable. On a un tiers. Et encore, on aurait pu pousser un petit peu plus en optimisant le code barre avec une certaine modification qui est assez simple à mettre en œuvre, c'est compter le nombre de zéros avant et les mettre en fin de chaîne, par exemple. Ou combler tout avec des zéros avant plutôt, pour que ce soit tous sur le même caractère, les mettre en fin de chaîne, puis tout passer en numérique. Mais bon. Donc voilà, déjà avec ces quelques optimisations simples, on a fait un très bon travail déjà d'optimisation de l'espace disque. La deuxième étape, quand on veut optimiser un rapport Power BI, c'est sur les visuels. On a trois types de supports pour les visualisations dans Power BI. Les tableaux de bord sur le service ou sur le report server, qui est la version optimisée de partage de rapport.
les rapports paginés, qui sont encore autre chose, et les rapports Power BI. Donc c'est là-dessus qu'on va se concentrer aujourd'hui. On a 3 optimisations simples. Mettre en place des filtres, limiter le nombre d'éléments visuels sur les pages du rapport, et se servir de l'évaluateur de performance comme au début pour valider que nos optimisations, que nos visuels se rafraîchissent rapidement. Donc là, on va voir en utilisant l'analyseur de performance quel gain on a pu atteindre déjà avec nos premières optimisations sur le modèle de données. Donc on voit ici que quand j'ai sélectionné le nombre de codes par pays avec le pays, avec la France, on a notre table qui mettait quasiment, hop, je sais pas si on voit la souris, qui mettait quasiment 5 secondes à s'afficher tout à l'heure, ne met plus que 2 secondes. C'est celle qui est hop, juste là tout en bas. La table tout en bas ici, qui mettait 5 secondes tout à l'heure, ne met plus que 2 secondes à s'actualiser, rien qu'avec quelques petites opérations sur les données. Donc déjà, on voit qu'on a un gain quand même assez conséquent à ce niveau-là. La seconde optimisation, donc du coup sur les filtres, elle est assez évidente. On peut imaginer à peu près tout et n'importe quoi en termes de filtres. On a un onglet spécial dans Power BI pour ça. Il existe aussi des visuels qui permettent de faire de la segmentation. Ici, donc, du coup, dans l'exemple, je me sers de l'onglet filtre pour réaliser un filtre sur les noms de produits, pour enlever tout ce qui va être un petit peu, on va dire, pas aux normes, c'est-à-dire des chaînes vides, des chaînes non complètes, etc. Donc on a des tirets simples, des choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens. Du coup, tout cela, on sait qu'on peut les enlever. Hop. Faire des filtres sur les codes, donc ça n'a pas trop de sens. On l'enlève. On peut décider d'afficher uniquement que les produits qui ont été ajoutés les 3 dernières années, par exemple. Encore une fois, on va réduire le nombre de lignes affichées dans le rapport comme ça, très facilement. Donc, vous voyez, c'est assez simple, hein, et on peut imaginer tout et n'importe quoi très rapidement. Pour explorer de la donnée, ou optimiser votre rapport, c'est très facile. Je vais avancer pour essayer de faire une présentation plus rapide. Hop. La prochaine chose, c'est l'extraction. Alors, donc, si on regarde le rapport dans son ensemble, on peut voir en bas à gauche qu'on a une seconde page qui s'appelle Food Focus. Donc la première page, Food Report, on a l'ensemble des codes barres, donc 1 400 000, là, avec les filtres. Et on n'a pas d'informations sur un produit en particulier. Là, on sait qu'on a dans nos données des propriétés avec des valeurs. Le truc, c'est que si on veut afficher toutes nos propriétés avec la somme de toutes les valeurs pour tous les produits, ça ne va pas avoir de sens non plus. Si on veut analyser un produit en particulier, il va falloir que le moteur Power BI ait accédé à ces données en particulier, et ça va consommer beaucoup de temps de traitement, et donc du coup être assez long. Dès qu'on va cliquer sur un élément visuel type celui-ci, on va avoir un temps de latence assez élevé. Donc pour ça, Power BI met en place des pages d'extraction. Donc qu'est-ce que c'est? C'est des pages qui vont permettre de faire un focus sur un élément qu'on aura choisi. Donc pour y accéder, c'est tout simple. On a juste à faire dans une table, par exemple, si on a choisi de faire une extraction sur un nom de produit, de faire un clic droit et de cliquer sur le bouton extraire. Ça va nous proposer la page Food Focus qui, elle, va vous présenter du coup le produit, qui est du chocolat, qui a 2 codes barres avec un état de déclaration spécifique. Et là, quand on clique sur un code barre en particulier, on peut voir que c'est instantané, notre visuel se met à jour. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un visuel qui
donne l'ensemble des propriétés avec les valeurs. Donc là, on a nos deux codes barres, et si je sélectionne un seul produit, vous voyez que c'est instantané pour se mettre à jour, contrairement au tableau, enfin, à la page précédente qui contenait l'ensemble des informations et qui mettait beaucoup de temps à s'actualiser. Donc voilà, ça permet de réaliser une analyse fine, vraiment fluide. Dès que vous avez un gros volume de données et que vous voulez filtrer sur, donc là c'est un produit qui est du chocolat, mais on peut très bien imaginer que ça puisse être un produit pour suivre l'évolution de ses ventes, etc., etc. On a beaucoup de possibilités. On peut analyser un client en particulier, on peut analyser beaucoup de choses comme ça. Donc du coup, c'est vraiment une solution très efficace pour réduire le temps d'affichage des visuels, tout en faisant bien un focus sur un élément de votre rapport. On va avancer un petit peu. Comment ça se crée? C'est tout simple, hein. On vient créer une nouvelle page. Hop. On vient créer une nouvelle page. On va rajouter dans cette page, donc du coup, je vais revenir un petit peu en arrière, j'ai été trop vite. Voilà. Donc on affiche notre nouvelle page, on va choisir le nom du produit et on va l'ajouter dans le champ extraire. Une fois que vous avez ajouté le champ product name dans le champ extraire, on a un petit bouton qui se rajoute à gauche, et donc du coup vous allez pouvoir filtrer à partir de ce champ qui est présent dans extraire, qui est product name. Ça applique un filtre directement sur l'ensemble de la page, et vous n'aurez les données correspondant qu'à ce nom de produit. Ensuite, vous pourrez revenir à votre page principale via un bouton de navigation qui est créé automatiquement à la création de la page. Et c'est tout. Là, on peut voir qu'en revenant sur la page principale, on a juste à faire extraire et on a la page 1 qui s'affiche même. Voilà. Donc cette fonction d'extraction, elle est à retenir puisque c'est une fonction qui est très pratique. Ça peut permettre de faire des focus facilement, rapidement, tout en gardant dans un même rapport des données macro sur une usine ou sur un point de vente ou des choses comme ça, tout en faisant des analyses vraiment très fines. Voilà pour l'optimisation des visuels. Le dernier point, c'est l'optimisation de l'environnement. Je vais essayer de faire vite parce que je vois qu'il ne reste que 5 minutes. Les techniques d'optimisation de l'environnement qui existent, donc c'est au niveau de la passerelle de données, des outils mis à disposition dans Power BI, quelques connaissances à avoir sur ce qui va être latence du réseau, et la gestion des paramètres de capacité. Donc ça concerne que Power BI Premium et Embedded, qui sont des versions plus chères de Power BI. Concernant l'optimisation de la passerelle, donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait que deux modes de fonctionnement, les données en cache et les données en direct query. Ce qu'il faut retenir, tout simplement, c'est que les données en cache, la passerelle va devoir effectuer en local toutes les transformations que vous faites avec Power Query quand vous allez mettre à jour les données sur le service Power BI. Concernant la connexion active et les direct query, c'est le système de gestion de base de données qui va s'en occuper. Et donc, du coup, ça fera beaucoup moins de charges à mettre sur la passerelle. Pour le mode direct query, par contre, il faut que la connexion soit très bonne, elle soit fiable, rapide, cohérente, et qu'il n'y ait pas trop d'utilisateurs simultanés, puisqu'en fait, dès qu'un utilisateur va vouloir faire une interaction sur un graphique du rapport, ça va envoyer une requête via la passerelle aux sources de données, etc., et remonter l'information. Donc, s'il y a beaucoup d'utilisateurs en simultané sur un rapport avec du mode de données direct query, ça peut très vite démultiplier les appels, le nombre de requêtes qui sont faites à la base de données. Donc, quelques considérations sur le dimensionnement. Donc, pour ce qui est des
charge de travail des données en cache, il faut avoir en tête, donc faire attention au nombre d'actualisations simultanées du jeu de données, le type des sources de données, si c'est de la base relationnelle, analytique, des flux de données ou des fichiers. Ce qu'il faut prendre en considération également, c'est donc le volume de données à récupérer à partir des sources de données. Si éventuellement il y a des transformations qui doivent être effectuées par le moteur Power Query, c'est le moteur Mashup, et donc du coup le volume de données à transférer au service Power BI derrière. Concernant les charges de travail pour les direct query, il faut prendre en compte donc le nombre d'utilisateurs des rapports en simultané, le nombre de visuels sur les pages du rapport, puisque chaque visuel va envoyer au moins une requête, la fréquence des mises à jour du cache des requêtes, le nombre de rapports en temps réel, avec la fonctionnalité actualisation automatique, et enfin l'application ou non de la sécurité au niveau des lignes, qui est très consommatrice sur des tables en mode direct query. Donc, si vous avez des sécurités au niveau des lignes, c'est-à-dire de la gestion de droit, hein, tout simplement, sur qui a le droit de consulter telle partie des données, vaut mieux travailler avec du mode importé pour ces types de données. Enfin, deux petits points restants. Concernant la latence du réseau, il existe l'outil Azure Speed Test qui en fait va checker votre vitesse de réseau, contrairement à un outil speed test classique via des serveurs à Paris, des choses comme ça assez proches de vous. Là, ça va les tester directement avec les data centers Microsoft. Donc du coup, ça vous donnera vraiment un temps d'actualisation avec le cloud Power BI. Par défaut, si vous créez un nouveau profil, maintenant c'est en France, ce sera en France, et ça peut être en West UK si vous avez un compte Azure assez ancien. Les comptes Azure plus anciens étaient par défaut en Irlande. Et enfin, donc, du coup, on a les outils externes Power BI Desktop qui ont été rajoutés cet été dans Power BI, directement intégrés. Vous avez un nouvel onglet avec outils externes, avec trois outils qui sont grisés si vous ne les installez pas en local avant. Donc le premier, c'est DAX Studio. C'est un outil qui permet d'écrire, d'exécuter et d'analyser des requêtes DAX dans un rapport Power BI. C'est très utile pour tester en amont les temps de réponse des différentes requêtes DAX afin de calculer de façon plus optimisée les KPIs et donc du coup avoir des solutions plus performantes. Le second, c'est ALM Toolkit. C'est un outil gratuit open source qui permet de gérer des ensembles de données Microsoft Power BI. Ça permet de faire des comparaisons de bases de données. Par exemple, un modèle de données que vous avez sur votre rapport en local, vous pouvez le comparer avec le modèle de données que vous avez déjà déployé sur le service Power BI pour une évolution. On va voir juste après à quoi ça ressemble. Et le dernier, c'est Tabular Editor. Ça vous permet en fait de gérer tout ce qui va être relations, etc. Depuis un éditeur texte qu'on verra juste après. Hop. Donc je vous ai fait une petite démo de DAX Studio. Je vais la passer très vite parce que je vois qu'il reste très peu de temps. Et j'ai bientôt fini. Donc en fait, c'est une interface toute simple avec de l'autocomplétion en DAX qui permet donc du coup de lancer des requêtes. Donc là, je fais tout simplement un petit groupe by sur mes propriétés pour avoir le nombre de codes et la valeur moyenne par propriété. Et on peut lancer donc une analyse qui va nous donner les timings d'exécution de la requête. Hop. Donc là, on a le résultat de notre requête, un historique éventuellement, et le temps que met la requête à s'exécuter en temps utilisateur et en temps CPU pour un certain nombre de lignes. Donc voilà, donc ça peut être assez utile quand vous développez en DAX pour des KPIs et que vous voulez choisir la solution la plus adaptée. Voilà, un outil très pratique, DAX Studio, que je vous recommande.
Le second outil, donc, c'est ILM Toolkit. Ça permet de comparer différentes versions de vos modèles de données dans Power BI, comme je le disais. La version la plus commune, hein, c'est de comparer votre jeu de données hébergé dans Power BI Service, qu'on voit en premier, et celui que vous avez dans le Power BI Desktop hébergé localement. Par contre, ça nécessite, pour se connecter au service, au jeu de données du service Power BI, d'avoir une fonction qui est disponible uniquement avec Power BI Premium, qui s'appelle Use Analyze in Excel with Unpremised Datasets, qui s'active depuis le portail d'administration de Power BI Services. Et enfin, le dernier, ILM Toolkit, le dernier. Donc ça ressemble à ça une fois que c'est connecté. Vous voyez, on peut voir si, par exemple, un champ de date en local est codé différemment d'un champ de date sur le service. Donc voilà. Le dernier, c'est Tabular Editor. Donc c'est un éditeur de texte qui va, encore une fois, servir à faire du DAX et en plus à gérer des modèles tabulaires. Donc il a plusieurs avantages et des inconvénients. Ces avantages, c'est que c'est puissant pour tout ce qui va être utilisateur expérimenté qui veulent développer leur modèle Power BI dans un éditeur un peu plus performant que celui proposé justement par Power Query. Ça permet une connexion directe avec le SSAS de Power BI. Par contre, c'est non adapté aux personnes qui débutent dans la modélisation tabulaire. Ça ne propose pas de vue en diagramme, comme on peut retrouver dans Power BI, qui permet facilement de voir les relations entre les tables. Pareil, il n'y a pas d'autocomplétion en DAX. Ça peut être assez compliqué pour toutes les personnes qui ne connaissent pas forcément bien la syntaxe, qui aiment tout simplement avoir de l'autocomplétion comme sur DAX Studio. Ça ne permet pas de prévisualiser les données ou la performance de calcul. Le support est très lent puisque ça nécessite de passer par la page GitHub du projet et il n'y a que très peu de documentation. Donc voilà, c'est un outil, je pense, qui a vocation à être développé un peu plus avant d'être vraiment facilement utilisé. Donc voilà pour moi. Bon, je suis désolé, j'ai un petit peu débordé, mais bon, voilà pour la présentation. Il n'y a pas de souci, c'était très intéressant. Peut-être s'il y a quelques questions. Oui. N'hésitez pas. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement de toute manière.